Alors précédemment, nous avions vu que tout espace euclidien admettait au moins une base orthonormée, et dans cette courte vidéo, nous allons voir justement l'intérêt de travailler dans une base orthonormée. Pour cela, nous allons voir deux propositions. Une première proposition qui expliquera comment trouver les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée, et une deuxième qui montrera à quel point c'est facile de calculer un produit scalaire quand on connaît les coordonnées des vecteurs dans une base orthonormée. Donc proposition 9, soit B égale E1 jusqu'à En une base orthonormée d'un espace euclidien E, alors tout vecteur x de E s'écrit sigma pour i variant de 1 à n de x scalaire ei. Autrement dit, dans une base orthonormée, la im coordonnée d'un vecteur x vaut x scalaire ei. Donc on va démontrer cette proposition. Pour cela, on utilise évidemment le fait que B soit une base de E, qui nous dit qu'évidemment n'importe quel vecteur x se décompose comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc en notant xi les coordonnées de mon vecteur x, je sais que x peut s'écrire sous la forme sigma dxi ei. Maintenant je fixe un entier j et je calcule x scalaire ej, puisque je vous rappelle, ce que je veux démontrer, c'est que x scalaire ej vaut tout simplement xj. Donc dans cette première étape, j'ai tout simplement remplacé x par sa valeur, c'est-à-dire par sigma dxi ei, puis j'applique la linéarité à gauche du produit scalaire qui me permet de sortir le sigma et de sortir le scalaire xi. Il me reste donc le produit scalaire entre les deux vecteurs ei et ej. Or, la famille est une famille orthonormée, est une base orthonormée, donc le produit scalaire ei scalaire ej vaut le symbole de Kronecker, c'est-à-dire vaut tout le temps 0, sauf lorsque i prend la valeur j, auquel cas ça vaut 1. D'accord ? J est fixé, la variable c'est i, donc il est bien correct de dire que cette quantité est toujours nulle, sauf lorsque i prend la valeur j. Du coup, il reste quoi dans cette somme? Le seul terme qui est éventuellement non nul, c'est xj fois 1. Donc on a bien démontré que xj vaut x scalaire j. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer ici, dans cette égalité, xi par i scalaire ei, pour pouvoir aboutir à la proposition 9. Donc proposition 10, particulièrement importante, qui va me permettre donc de calculer un produit scalaire simplement à partir des coordonnées de mes vecteurs dans n'importe quelle base orthonormée de mon espace euclidien. Donc encore une fois, je prends une base orthonormée d'un espace euclidien et je prends deux vecteurs x et y et je considère leurs coordonnées respectives dans cette base orthonormée. Donc la proposition 10 dit que x scalaire y vaut sigma dxi yi. Sigma dxi yi, on va comprendre, on va voir que ça vaut aussi t de x fois y. Donc j'ai pas rappelé, si d'ailleurs j'ai rappelé les notations ici. Grand X et grand Y sont les matrices colonnes constituées des coordonnées de petit x et de petit y dans la base B. Donc ce point ici, c'est tout simplement le produit matriciel. Ce produit matriciel est bien valable, puisque x étant une matrice colonne, T de x sera une matrice ligne. Donc j'ai T de x c'est une matrice ligne, grand Y c'est une matrice colonne. Ce produit matriciel a un sens, et on va voir qu'il... C'est évident, mais on va revoir que ça vaut bien sigma dxi yi. En particulier, si je pose y égale x, évidemment, j'obtiendrai x scalaire x. X scalaire x, ça vaut la norme de x au carré. J'obtiendrai sigma dxi carré, et ça vaut t de x fois x. Donc avant de passer la démonstration de cette proposition, vous avez forcément remarqué qu'on pourrait trouver un lien entre cette expression du produit scalaire et l'expression du produit scalaire canonique, en fait la définition du produit scalaire canonique. Alors quand je parle de produit scalaire canonique, c'est que je suis automatiquement dans Rn. Évidemment, dans Rn, si x et y étaient deux vecteurs de Rn, si x était le vecteur x1 xn et y le vecteur y1 yn, on a effectivement défini le produit scalaire canonique de x par y comme étant égal à la somme sigma dxi yi. Donc pourquoi ici je retombe sur la même formule? Tout simplement parce que quand je dis que je suis dans Rn et que x c'est le vecteur x1 xn, je suis en train de regarder ses coordonnées dans la base canonique. Or la base canonique elle est orthonormée, donc d'après cette proposition 10, le produit scalaire il vaut forcément sigma dxi yi. Bon, mais j'insiste, j'ai pas besoin de la proposition 10
pour pouvoir définir le produit scalaire canonique dans Rn. Évidemment que non. Mais donc là, l'intérêt de cette proposition, c'est que finalement, dans n'importe quel espace euclidien, et pour n'importe quel produit scalaire, le produit scalaire se calcule simplement à condition de connaître les coordonnées de mes vecteurs dans une base canonique par sigma des xyi. Donc il n'est pas plus compliqué, a priori, de calculer un produit scalaire dans n'importe quel espace euclidien que le produit scalaire canonique dans Rn. C'est ça que signifie cette proposition 10. Donc la démonstration, elle est très simple. Pour calculer x scalaire y, je remplace x par sigma des xiei, je remplace y par sigma des yjej. C'est important de prendre deux sommes qui portent sur deux variables différentes, puisque on va se retrouver finalement avec deux sigma imbriqués l'un dans l'autre. En effet, par linéarité à gauche, je peux sortir le sigma sur i ainsi que le facteur xi. Par linéarité à droite, je peux sortir le sigma sur j ainsi que le scalaire yj. Encore une fois, il me reste ei scalaire ej qui vaut le symbole de Kronecker. Ici, c'est quoi la variable? Évidemment, le calcul que j'effectue en premier, c'est cette somme sur j, puisque c'est la somme la plus intérieure dans mon calcul. Donc, ça veut dire que je travaille avec x fixé, la variable c'est j, donc cette quantité est toujours nulle, sauf quand j prend la valeur i. Donc, quand j prend la valeur i, il me restera xi, yi fois 1. Donc j'obtiens sigma des xi, yi. Et on a démontré cette première égalité. Ensuite, la deuxième égalité, il n'y a pas grand-chose à démontrer. C'est un produit matriciel, T de x fois grand y. T de x, donc grand X c'était une matrice colonne, du coup T de x c'est une matrice ligne. Grand Y c'est une matrice colonne. On sait effectuer le produit matriciel, on obtient sigma des xi, yi. Et on constate bien que ces deux quantités sont égales. Évidemment, cette quantité-là, c'est un réel. Cette quantité-là, c'est en fait une matrice de taille 1 fois 1. C'est pour ça que j'ai laissé les parenthèses. Mais on a, dans le chapitre sur les matrices, bien expliqué qu'on pouvait identifier une matrice de taille 1 fois 1 à un élément de K. Donc là, en l'occurrence, à un élément de R. Donc on a bien démontré les deux égalités de cette formule de gauche. Et j'ai bien expliqué que pour la formule de droite, il suffit de poser petit y égale x. Oui, petit y égale x, ou grand y, et donc grand y égale grand x. On déduit des propositions 9 et 10 la formule suivante. En effet, x scalaire y, on a vu que ça vaut sigma des xyi. Et dans la proposition 9, on avait vu que xi valait x scalaire ei, et du coup yi aussi vaut y scalaire ei. Donc si j'utilise les propositions 9 et 10, j'obtiens cette formule qui nous dit que x scalaire y vaut la somme sur i de x scalaire ei fois y scalaire ei. Je ne l'ai pas redit, mais évidemment, c'est à condition que la famille des E1 jusqu'à En soit une base orthonormée de mon espace euclidien E. Donc, pour résumer, cette proposition 10 nous dit quoi? Nous dit que si je travaille avec une base orthonormée de mon espace euclidien E, il est très simple de calculer le produit scalaire de deux vecteurs.